Direct Comme ça. Si j'ai une boule de cristal, ça pourrait être mon vœu, je crois. Plus un manga a de hype, plus il est connu, plus la fin va diviser. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Mais quel enfer! Vous l'avez pas respecté! Faudra vérifier, mais je crois dans les chiffres, ça avait dépassé One Piece. Est-ce que c'est pas plutôt parce que t'es chelou que t'as kiffé? Ouais. J'aurais voulu mourir comme lui, moi, si j'étais. C'est important, c'est pour la culture, c'est pour vous. Bienvenue sur la Mecque. Aujourd'hui, on reçoit la Choto française. C'est vrai que j'ai à peu près le même daron en plus. Bien quoi là, bosse le sang. Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de t'avoir. Le plateau est incroyable, je le sens. Merci. C'est professionnel. Hein. On est très professionnel, madame. Très En professionnel. plus, j'ai quelque chose en fond qui est incroyable. Donc, je suis vraiment chez moi là. Là, je suis bien. Enfin, elle est pas chez moi du coup, j'ai un peu le seum, mais. Bah, du coup, tu sais à peu près de quoi on va parler aujourd'hui? Ça va être Assassination Classroom, non? Ouais. Un sujet que je maîtrise beaucoup en plus. Pardon, excusez-moi à tous les fans de Assassination Classroom, pardon. C'est dégueulasse. C'est nul. Pardon, non, j'aime pas. On dit pas c'est nul. C'est vrai. Je l'aime pas. Je trouve ça vraiment éclaté et nul. C'est vrai? Ah, t'as pas aimé? Non, j'ai pas kiffé. Bah, moi non plus. Vraiment, Ouais. genre, j'ai essayé, j'ai au moins regardé genre 13-14 épisodes. J'étais là en mode, je dors. Et genre, c'est incroyable. Berserk, c'est mieux. 100% d'accord avec toi. Alors là, C'est pour ça qu'on est là. c'est exactement pour ça qu'on est là. Petite spéculation de la fin de Berserk, s'il te plaît, pour commencer. Direct comme ça. Comme ça. En fait, moi, je me dis que il peut pas y avoir d'issue positive dans un combat Guts-Griffiths pour Guts s'il est encore dans l'état actuel. Il faut qu'il arrive à l'état de Skull Knight. J'imagine le truc comme ça en mode il va accepter le fait d'invoquer un Beylit et de se transformer pour devenir un démon lui-même, pour gagner en puissance, mais pour contrer un peu Griffiths, pour avoir son level entre guillemets quoi, devenir le vrai berserker. En fait, je pense qu'il faut qu'il embrasse ça, mais qu'il arrive à le maîtriser. Alors, est-ce que du coup le fait que Shirk soit derrière, donc la petite sorcière, pour l'aider, je me dis il peut y avoir que encore une évolution au niveau de son pouvoir à Guts pour pouvoir y arriver. Kentaro Miura a toujours été entre guillemets logique dans l'évolution de ses personnages, dans l'évolution des power-up, de tout ce qui se passe, que ce soit psychologiquement, physiquement. Donc je pense que ça va rester là-dessus. Après, on le sait, ou peut-être les gens savent pas, mais forcément, Kentaro Miura nous a quittés. Rest in peace. Chips. Mais du coup, il a dit la fin de son manga à une personne, son meilleur poteau, qui est Kojimori, il me semble que c'est ça, qui a fait Holy Land, qui est sorti il y a pas longtemps, qui a fait Genesis aussi, enfin qui est sorti il y a pas longtemps en France, parce que ça date des années 2000. D'ailleurs, petite info, quand vous ouvrez le tome, à la toute fin, il y a marqué Kojimori, et en dessous, il y a marqué participation de Kentaro Miura et Studio Gaga. Et en fait, on voit que c'est son meilleur pote, et c'est que à lui qu'il a dit la fin. Donc c'est lui qui est responsable du scénario de Berserk sur la suite, quoi. Genre, il est là en mode, je reprends le taf de mon meilleur pote, faut pas que je fasse du caca. Ah ouais, la pression est folle. La pression, elle est présente. Ah ouais. Pour moi, il a une pression de ouf, mais il a dit, je vais pas faire de surrupture, je vais pas commencer à partir sur des trucs, rajouter des trucs. Non, je vais faire que ce qu'il m'a dit. Et puis voilà, pour respecter un maximum love. Donc, J'ai pas que ce soit short, moi. je pense pas. Avec leurs gosses, Casca, Griffith, toute la bataille qu'il y a. En fait, je sais pas déjà, parce qu'avec la dernière page qu'on a eue sur le tome 41, ça ouvre encore une nouvelle C'est ça, ère. c'est ça. En mode de, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Voilà, ça m'a fait mal au cœur pour Guts, parce que je me dis, mais dans quel état psychologique il va être? Ouais. Casca, qui vient de retrouver un peu sa conscience, tu sais, et genre, de nouveau, la foudroie comme ça, j'ai retenu. Enfin, foudroie psychologiquement, pardon. Comment on va gérer ça? La tête de Guts à la fin, en mode... Et genre, le gosse qu'il a tenu, il se transforme. Même moi, j'ai besoin de réponses parce que toute cette histoire d'enfant, tout ça, j'étais en mode, c'est pas ultra clair. Il y a plein de questions que je me pose. Donc, pour moi, ça peut pas se terminer dans 4 tomes, tu vois. Je pense qu'il en reste au moins... Ça dépend si tu rushes pas, mais que tu vas au plus concis. Je pense qu'il en reste 7-8 pour faire les choses bien, quoi. On est d'accord. Ouais. Ouais, carrément. Kentaro Miura, il avait pas forcément beaucoup d'assistants. Il était en mode, tiens, Kentaro, regarde, il y a un nouvel outil, c'est la tablette numérique qui ira plus vite. Ah, nickel, je vais pouvoir dessiner tous les petits trucs que je pouvais pas dessiner avant. Ok, d'accord, on avait dit qu'on pouvait gagner du temps. Non. Le mec, il dessine Falconia, il est en mode, mais je peux zoomer à l'infini et tout, et faire toutes les petits trucs. Je vais faire ça, tiens. Oh, merci. Après, ça nous donne des planches incroyables. Incroyable. Au niveau dessin, je pense que, pour moi, c'est parmi les top, et dans le top 3. Hein. Ouais, complètement. Tu mets qui dans le top 3 aussi? Il y a lui, il y a Murata de One Punch Man, puisque voilà, le level est cosmique. Et je pense que je mettrais en level de dessin, vraiment level de dessin, où je me dis, mais comment on peut avoir un
tel level, je mettrais Shinichi Sakamoto, celui qui a fait Innocent et Ascension. Je te jure, mais le level, il est incroyable. Parce qu'après, forcément, il y a Takehiko Inoue que je trouve incroyable au niveau du dessin, tu vois, que ce soit sur Slam Dunk ou Vagabond. Mais Shinichi Sakamoto, toutes les pages, il m'a subjugué. C'est-à-dire que quand tu lis Innocent, il n'y a pas une seule page où t'as des personnages qui vont faire des têtes un peu mignonnes ou, tu vois, genre, pour alléger un peu ton dessin. Non, toutes les pages, c'est un tableau au Louvre, quoi, tu vois, genre, j'étais en mode, mais comment on peut pondre un truc comme ça, quoi. Et du coup, genre, chaque page, t'as envie, un peu comme Berserk, tu sais, tu l'ouvres et tu restes 20 minutes sur la page. Ça fait que tu lis un tome en 1 heure, voire plus. Surtout que les tomes, ils sont bien épais, là, Berserk. Même Innocent. Après, Innocent, je l'ai un peu plus défoncé pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de contemplation, en fait. T'as un peu de dialogue, mais t'as beaucoup de pages où tu passes ton temps à regarder, à faire qu'est-ce que c'est beau, tu vois, beaucoup de regards. Et puis en plus, il est sur un dessin assez réaliste au niveau des visages. Et il est dans le côté un peu gothique dans le dessin. Il est, en plus, Innocent, ça parle du bourreau de Paris au XVIIIe siècle, donc à l'époque de la Révolution française. Donc vraiment, il est très dans le beau à la française, très versaillais, tu vois, à l'ancienne, en y ajoutant aussi des petites notes bien dégueu, parce qu'il parle aussi des maladies qu'il y avait à l'époque, le fait qu'il y avait la noblesse, mais il y avait aussi les rues de Paris avec tous ces personnes pauvres, tu vois, la petite, je crois que c'était la petite vérole ou la petite variole, je sais plus comment ça s'appelait. Et t'as vraiment des scènes où c'est beau, mais c'est littéralement quelqu'un qui est malade, qui a la peau défoncée, genre t'es en mode, t'es admiratif du dessin et en même temps ça te dégoûte. C'est le genre de dessin, tu vois, qui me touche parce que t'es dans le détail de fou, comme Kentaro Miura, tu vois. Genre la scène de l'éclipse, littéralement, genre t'es là en mode, waouh. En fait, tu pourrais zoomer, tu pourrais prendre une loupe et regarder tous les petits détails, parce qu'en fait, il a pensé à me faire le petit démon qui était 1 kilomètre plus loin, tu vois. Tout est incroyable dans cette scène, de l'éclipse. On va dire c'est l'arc l'âge d'or. C'est vrai que c'est un tome et demi spécialement là-dessus où genre tu sombres avec Guts et avec toute la troupe dans un endroit où tu dis mais qu'est-ce que c'est, genre littéralement on a l'impression, tu sais, quand Griffith il regarde, il est en mode où est-ce que je suis, tu fais la même chose en regardant le manga, tu vois. Où est-ce qu'il nous a transportés. C'est ça toute la force de Berserk, c'est qu'en fait il nous emmène dans des mondes et il a aucune limite, que ce soit dans son histoire, dans l'évolution de ses personnages, tu sais jamais vraiment où ça va, tu sais pas comment ça peut terminer parce que tu sais que c'est fataliste, c'est dur. Et je trouve que la scène de l'éclipse c'était un peu entre guillemets l'apogée de ça, où vraiment t'as une espèce d'ascension, une chute, et là tu pensais que la chute était déjà hardcore, non. J'étais dans les tréfonds de l'enfer. Non, elle est pourrait dire problématique cette scène, mais pour moi elle est parfaite, même si forcément elle est très dure, mais pour moi elle est parfaitement ça passe par là. Ça passe par le côté très dur, c'est ça qui rend le truc complètement parfait en fait. On va tout de suite te demander ton top 5 manga animé confondu, je sais que t'as galéré pour me le dire. On met déjà Berserk en numéro 1. C'était Naruto. C'était Naruto en numéro 1. Ouais, j'ai toujours cette affect de Naruto numéro 1. Normalement, bon, je tiens à le dire, tu m'as mis le couteau sous la gorge un peu, genre je suis en mode attends, je peux pas faire un classement genre shonen, shoujo, seinen pour moi je triche normalement là-dessus, tu vois. Tu m'aurais mis Itachi, j'aurais pété les plombs, mais l'émission n'est pas finie. Ouais, ok, d'accord. Donc ouais, Naruto number 1 parce que ça reste une œuvre qui m'a bouleversée et qui me bouleverse encore. On va dire que c'est le shonen qui m'a remis dans le shonen neketsu qui m'a remis dans le shonen neketsu, là où j'avais un petit peu, j'étais un peu partie sur un délire genre je préfère les petits animés ou les petits mangas, tu vois, en mode tranquillou, tu vois, que tout le monde ne regarde pas forcément, ou plus des seinen, tu vois, je regardais Hellsing, Cowboy Bebop, j'avais regardé même, tu vois, Sengoku Basara, tu vois, des petits trucs comme ça par-ci par-là, beaucoup de shoujo à l'époque, shoujo romance, et en fait je me suis remise à Naruto parce que je regardais à l'époque sur Game One en vite fait, mais si tu ratais un épisode, du coup t'étais foutu, et j'ai repris du début il y a plus de il y a 12 ans maintenant, et j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai raté, parce que je me dis les gens qui ont vraiment grandi avec, ça a dû être incroyable, tu vois. Après moi du coup j'étais contente de me dire que je l'ai regardé quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire que j'avais une autre maturité pour comprendre le personnage de Naruto dès le départ, c'est-à-dire que c'est l'affect forcément qui touche, mais c'est un affect de quelqu'un qui a déjà vécu, pas quelqu'un qui grandit avec le personnage. Après tu continues à grandir à 20 ans forcément, mais j'ai été plus que touchée par cette œuvre, j'ai été atteinte, et tu vois, Kishimoto il a pris mon cœur, tu vois, il a ouvert, et après il a Naruto dedans, il a refermé, tu vois, et là il y aura rien d'autre, c'est scellé, tu vois. Mais non, pour moi c'est une œuvre qui est ultra complète, que j'aimerais toute ma vie en fait. Je pense que c'est un apprentissage, tu vois, je me dis c'est quelque chose que toutes les générations peuvent regarder, et pour moi c'est vraiment intemporel, tu vois. Là où en deuxième, du coup je mets Berserk, pour moi c'est pas pour tout le monde. Ah ça c'est sûr. Tu sais que j'ai connu Berserk pas avec le manga, pas avec l'animé, j'ai connu Berserk avec la musique. Ah, ok. Tu t'as cru que j'allais dire quoi? Avec le film éclaté de Netflix. Ah, t'es dur. T'as envie d'une bombe atomique, t'as pas envie de la CGI un peu rincée. Ouais, mais parce que c'est à l'époque où il commençait à mettre un peu plus de CGI, mais je trouve quand même qu'il adapte plutôt bien. C'est beaucoup moins censuré que l'animé de 97, même si je l'aime beaucoup. Il y a des scènes de CGI, mais en vrai, je trouve quand même qu'il y a des bons moments, tu vois. Comparé à Berserk 2016, où c'est dégueu, littéralement. La série là qui adapte
Le moment où ils se sont dit, viens, on adapte la suite. Pardon, c'est de ça que je parlais, moi. Jamais... Ça, t'étais en train de me parler de ça, j'étais pas non, du tout d'accord. Je valide Berserk 2016. Non, parce qu'il est pas sur Netflix, celui-là. Je crois que Netflix, ils l'ont même pas mis. Genre, ils ont dit, va là-bas, toi. Je crois que c'est sur Crunchyroll. Parce que Netflix, eux, ils ont les 3 films. C'est ça. Je sais pas si c'est produit par Netflix, mais en tout cas, ils les ont remis. Ils les ont depuis un moment. Et c'est les 3 films qui adaptent L'Âge d'Or en version moins censurée, qui était quand même assez beau. Il y avait un peu de CGI, mais tu sais, un peu dans les décors, des fois, ou tu sais, dans les batailles. Ouais. Et franchement, je les trouve vraiment très, très regardables. Ils sont plutôt beaux. Et j'étais assez contente de cette production-là, tu vois. Mais Berserk 2016, pour moi, c'est un affront. Je me suis dit, pour une fois, vous adaptez la suite. Pourquoi vous faites un truc aussi dégueulasse que ça? Et comme par hasard, c'est le studio qui a fait Tokyo Revengers. Je dis ça, je dis rien. Il faut arrêter avec ce studio. Vous pouvez pas prendre Wheat ou Mappa ou Bones ou Madhouse, j'en sais rien, des studios incroyables pour s'occuper de Berserk. Non, on va le prendre, on va le donner à un petit studio qui s'en fout là. T'as une Mappa ou une Madhouse sur Berserk, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été incroyable. Si j'ai une boule de cristal, ça pourrait être mon jeu, je crois. Oh, j'avoue. Tu refais tout Berserk, mais du début jusqu'à la fin avec une animation. Genre Jujutsu Kaisen saison 2, tu vois. Mais ouais, Berserk 2016, non, plus jamais. Ma meilleure pote, elle l'a regardé, elle a fait en vrai ça passe, plus jamais de la vie, tu me dis ça. Elle regarde trop d'isekai et tout, donc elle a l'habitude des trucs un peu éclatés. Désolée aux fans d'isekai. Bah c'est vrai, ils en font 3 tonnes. Bah non, mais les isekai, ils en sortent 50 par mois. Donc forcément, faut pas s'attendre à une animation incroyable. Sword Art Online saison 1, c'était incroyable, tu vois, mais après... That's it. Voilà. Donc Naruto premier, Berserk en deuxième, troisième, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Normal. Forcément, Shinjo Sasagami Forever. Ouais. Pour moi, Shingeki no Kyojin, c'est une œuvre qui, je dis pas qu'elle est parfaite, mais elle s'en rapproche. Forcément, je parle pas d'animation, quoi que ce soit, je parle de l'œuvre en général, du message, de la construction. Je sais que la fin a pu diviser certains. Plus un manga a de hype, plus il est connu, plus la fin va diviser. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Moi, personnellement, je trouvais ça totalement logique. Enfin, c'était incroyable. Moi, je chialais. Je te le dis, parce que c'était tellement fort le message. Et en fait, ça prend une partie de ton âme à la fin. Mais après, c'est une œuvre, tu vois, qui met en avant un côté que j'aime beaucoup dans les œuvres de toute façon que j'ai citées, c'est le côté non manichéen. Il y a pas de bien ou de mal. Tu vois, comme l'a dit Eren, il y a de l'autre côté de la mer, il y a d'autres personnes, tu vois. Donc en fait, c'est comme la dualité entre Reiner et Eren, et le fait que Eren le comprenne, pardon. Genre, il a un peu compressé aussi. Il a un peu compressé psychologiquement quand ils étaient dans la cave là, chez les Mars. C'est vraiment cette scène. Elle est folle. Elle est extraordinaire parce que la gueule de Reiner, qui quelques jours avant était le fusil dans la bouche. La culpabilité vraiment d'un homme qui s'est dit qu'est-ce que j'ai fait jusque-là et le poids des regrets. C'est trop. Tout est bien mené et Eren qui est là qui lui dit on est pareil et il comprend qu'en disant ça implique aussi que lui aussi il a des choses à faire. Ouais, exactement. En décalé un peu de Reiner, tu vois. C'est tellement bien mené parce que Reiner se décompose et en même temps il accepte un peu ça, mais il y a Falco, il a le cul entre deux chaises en mode je peux pas lui en vouloir de vouloir se venger, mais en même temps là il va faire une dinguerie. Et vraiment le moment où il explose tout le monde, toi t'as suivi Eren depuis le départ et en fait tu regardes le truc et t'es en mode bah ouais, parce que juste avant il y a un discours d'un gars qui est en mode oui c'est l'ennemi et tout, t'es en mode exactement. Mais non et tout le monde qui applaudit, t'es en mode mais la situation géopolitique dans l'attaque des Titans est tellement proche de notre monde et tellement en rapport avec ce qu'on vit que du coup moi ça me détruit parce qu'il y a ce côté entre guillemets un peu pessimiste de la chose en mode ça n'ira jamais. Ouais, tu casseras jamais le cercle de la haine contrairement à Naruto par exemple typiquement. Oui, là Naruto c'est différent dans le sens où c'est entre guillemets entre deux personnes où il y a eu une querelle, tu vois, mais il le sait pertinemment, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des gens qui seront laissés pour compte, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec le système et ça tu peux essayer d'avoir des alliances pour avoir un maximum de paix et SNK c'est ce qui est ouf, c'est que du début à la fin on est là en mode Eren il a changé mais en fait il a jamais changé. Mais Tatakae, quoi. Depuis le premier épisode, parce que j'ai regardé avec ma mère, il a dit je les buterai tous. Il a pas dit qui. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il a dit je les tuerai tous. Au début, on est là en mode ce sera les titans. Qui dit que c'est pas l'humanité. Je les tuerai tous, il précise pas que c'est. Il a pas dit qui c'était. Et après, il était pas persuadé qu'il allait tuer l'humanité, mais il a dit je vais tous les buter, ceux qui sont contre nous. Donc qu'est-ce que c'est les titans finalement? Et après, quand saison 3, on apprend que c'est quand même les Mars et même le reste de ce monde, tu vois. C'est ce genre de personnage, tu vois, qui me galvanise quand je regarde, tu vois, parce que t'as des Itachi, t'as des Eren, t'as des Light Yagami où justement la moralité est remise en cause pour le bien commun ou le bien d'un petit groupe, tu vois. Et tu vas avoir un Eren qui va entre guillemets tuer le monde entier pour les siens et t'as un Itachi qui va tuer les siens pour le reste du monde. Qui a raison, qui a tort? Il y en a plein qui vont dire ouais mais aucun des deux. Ouais mais quand t'as le couteau sous la gorge, qu'est-ce que tu fais? Exactement. C'est ça qui est, je fais un peu l'avocat du diable et c'est vraiment là où je trouve qu'une œuvre est bonne, c'est quand t'es obligé de faire l'avocat du diable et de se dire dans un monde très utopiste où tu te dis oui on aurait pu faire autrement naninana,
oui, mais ça n'arrive jamais. Il y a pas de on aurait pu faire autrement, tu vois. Genre il y a toujours ce moment où il y a des décisions à prendre parce que l'humain et l'histoire de l'humanité montrent que ça a toujours été cruel et qu'il y a des moments où c'est soit toi, soit moi, tu vois. Même la nature, c'est comme ça finalement, tu vois. Dans le top 5, on en a donné 5 ou pas? On en a donné 3. C'était Naruto, Berserk, SNK. 4e, c'est Fullmetal Alchemist. Oui, je dis Alchemist. Ouais, tu fais l'américaine, y a pas de problème. Même dans l'anime, il fait Fullmetal Alchemist. Voilà, donc c'est un mot en anglais, donc on le dit en anglais, laisse-moi. C'est une œuvre qui m'a énormément touchée. Par contre, elle, je la trouve presque parfaite. Genre du début à la fin. C'est pas non plus le manga avec les meilleurs persos féminins, il y en a des très bons, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, c'est pas une Momo Ayase dans Dandadan ou qui est très très présente, tu vois. Mais on est sur quelque chose de profond avec. Elle est allée vraiment très profond dans le système de pouvoir, dans l'alchimie. Moi j'aime bien parce qu'Hiromu Arakawa, donc qui est une femme en plus derrière ça, elle a fait une œuvre qui a mis tout le monde d'accord. Ouais, complètement. Pour moi, c'est une œuvre qui, comme toutes celles que j'ai citées, qui est forte en émotion. Il y a beaucoup de fraternité dedans entre les deux frères. Il y a beaucoup aussi la notion de culpabilité. Parce que Edouard, en fait, c'est un chemin de croix en fait qu'il fait pendant tout le manga en mode c'est ma faute. J'ai voulu ramener ma mère à la vie, c'était interdit. Et à cause de moi, mon frère, il a plus sa carcasse, il a juste une armure en guise de pour garder son âme dedans. Il y a une culpabilité qui est monstrueuse et en même temps, t'as ce petit chemin qui parcourt où il rencontre plein de gens. Le fameux Nina Tucker, le Show Tucker qui, son chien, sa fille. Hop là, j'étais en mode waouh. Et ça, c'est au début, en fait. T'arrives, t'es en mode... Et c'est vrai que elle, même avec la dernière œuvre qu'elle a faite, Tsugai, et j'ai lu le premier tome et j'ai retrouvé un peu ce petit côté FMA dans le sens où, dès le départ, c'est sanglant. Ça part en cacahuète et tu sais pas où ça va. Il y a encore une fois une histoire fraternelle, mais par contre, entre un frère et une sœur. Et franchement, je le conseille parce qu'il est très très bien. Mais pour moi, FMA, c'est une des œuvres les plus respectables. Techniquement, elle est incroyable. Le dernier, il faut que je le fasse. C'est important, c'est pour la culture, c'est pour vous. Nana. Nana, c'est Ayazawa, elle a fait un manga. C'est un coup de foudre que j'ai eu avec ce manga, avec cette œuvre, avec cet animé, avec ses OST, avec son côté rock, la musique et tout. Je sais pas si t'as vu Nana. Non. Il faut que tu regardes Nana. Parce que beaucoup disent oui, c'est un shoujo, gna gna gna. Alors, écoutez, si vous avez regardé les frères Scott, si vous avez regardé des séries américaines où il y a un peu de tout, il y a de la romance et tout machin, vous pouvez regarder ça, littéralement. En fait, si vous voulez savoir comment sont les femmes, regardez Nana. Si vous voulez comprendre un peu mieux, regardez Nana. En fait, littéralement, dedans, t'as deux femmes complètement différentes qui vont se compléter et elles ont des réactions complètement opposées et en même temps, elles vont devenir très très proches. En fait, toi, quand tu regardes ça, t'es touché parce que c'est tellement réaliste au niveau des situations, au niveau des émotions. Des fois, t'es là en mode, c'est con cette réaction, mais en même temps, t'es là en mode, mais oui, c'est ce que j'aurais pu faire, c'est ce que j'aurais pu dire, c'est ce que j'aurais pu penser. C'est pas utopique, encore une fois, tu vois. C'est pas une réaction comme on rêverait de les avoir. Non, malheureusement, la vie, c'est des fois une femme qui va choisir le mec toxique parce qu'il l'a manipulé. C'est sa meilleure amie qui est impuissante face à ça. C'est une descente aux enfers. C'est plein de choses. Et c'est aussi une déconstruction aussi d'un personnage et des deux même. Parce que finalement, la personnage que vous voyez là, Nana, on va dire, t'as deux personnages principaux, mais c'est elle, entre guillemets, qui porte l'œuvre. C'est la rockeuse. Celle qui veut monter à Tokyo pour monter son groupe. C'est la femme indépendante. Et en fait, tu la vois tellement en mode femme parfaite parce qu'elle est là, elle impose son style, elle fait ce qu'elle veut. Et plus ça va, plus tu vois toutes ses lacunes, toutes ses faiblesses et elle se livre en fait à travers. Et tu dis, il y a des gros problèmes psychologiques derrière et elle les a rejetés sur les autres. Le fait d'avoir ce besoin constamment de contrôler ses amis par peur d'abandon, tu vois, ça aborde beaucoup de thèmes psychologiques. C'est vraiment prenant. Et pour les OST et les openings, franchement, les gars, en fait, c'est limite t'écoutes un album en regardant. J'ai testé. Non, franchement, Nana, pour moi, c'est le shoujo qui peut te faire aimer le shoujo romance. Faudra vérifier, mais je crois dans les chiffres, ça avait dépassé One Piece à un moment donné. Tu m'avais perdu avec les frères Scott. Quand tu m'as donné l'argument des frères Scott, c'était très mal parti. J'ai bien rattrapé. Ça t'empêche pas de regarder ça et de te dire, bon, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de fulgure au point, il n'y a pas de Rasengan, mais ça peut être tout aussi intéressant, tu vois. Je vais tester. Mais avant tout ça, on va faire un petit jeu. Ah! Je vais te donner un gros plan d'une image et tu vas devoir me deviner la scène ou l'image. C'est pas forcément une scène, ça peut être un personnage, ça peut être plein de trucs. Alors, c'est la première image. Ace. Ah ouais, ça va vite. Ça va vite. Ah ouais. J'ai reconnu son petit V, ses petits abdos. J'étais sûr. Non, je rigole, j'ai vu sa ceinture orange et son bracelet, j'ai fait ok, c'est bon. Vas-y, on va voir si le deuxième, tu vas aller aussi vite. Madara? Non, attends. Oh la vache.
Elle est pixelisée, c'est dingue. On dirait Mikasa, je suis bête, les charbons rouges. J'ai regardé la coupe de cheveux comme ça et ça faisait très Madara. Et puis, mais en fait, Madara, le rouge, il est sur le plastron, genre il est pas sur le cou, tu vois. Shinra. Bravo. Enfin, bah, c'est les dents. Hein. Ouais. Et la dent. Ah, en plus, vous avez bien modifié un peu l'image. Genre, son visage, il était complètement Sasuke. Plus de précision. Alors, Sasuke qui se fait transpercer par Madara, c'est ça? C'est ça. Yeah! T'as cru t'allais voir. Celle-là, tu vas galérer, cousine. Attends, c'est pas Medina Abyss? C'est ça? C'est ça, t'es chaud. C'est l'espèce de truc là qui s'est transformé et qui bave de partout là. Bravo. Crois pas. Exceptionnel, Medina Abyss. Celle-là, elle est Megumi? catastrophique, ça. Non, elle est catastrophique. C'est pas Megumi? Non. L'image, elle est pourrie. Elle est ignoble, Elle littéralement. est grave. C'est une signature. Même, elle est étalée et tout, tu vois. Ah, Sasuke? Non. Itachi? Ah, c'est bon, j'arrête. J'arrête avec elle, c'est bon. Ouais, c'est Itachi. Ah ouais, bah ouais, ok. Mais quel enfer! Vous l'avez pas respecté. Je serais partie sur Dragon Ball. Non. Et là, j'ai le seum, là, par contre. Attends. Veste rouge. Akira? Ouais, c'est Akira. Oh, j'aime beaucoup ton jeu. Vraiment, j'adore. Full Metal? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est pas Berserk. C'est Berserk. Oui, c'est bon. Incroyable cette scène. Oh, cette scène, elle est dure. Hein. Quand t'as lu le dernier tome, elle est ignoble. C'est ça, exactement. Mais du coup, je veux savoir c'est quoi ce bazar. Quelles sont les intentions de Griffith? Ça me torture l'esprit. Je suis en mode, tu veux quoi, frérot? C'est justement le moment où on va échanger un petit peu sur 2-3 animés et mangas qu'on aime bien. Je pense un en particulier. Bon voilà, plus de spoil, on parle bien de Berserk ici. Hein, voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur Shingeki. Pareil, j'ai regardé des animés de 97 quand j'étais un peu plus jeune. C'est pour ça que je suis chelou aujourd'hui. Est-ce que c'est pas plutôt parce que t'es chelou que t'as kiffé? Ouais. J'ai lu vraiment le manga bien où je me suis mis à fond dedans et tout, avec la maturité nécessaire. Il y a pas si longtemps que ça, tu vois, quelques années en réalité. Donc Shingeki était sorti avant que moi je relise Berserk. En fait, Shingeki pour moi était parfait parce qu'il y avait ce que tu disais, ce truc où justement c'était pas manichéen et en fait il y a plus de bons et de mauvais. Scénaristiquement, ce qui est voisin de ça, bah, c'est Berserk, dans le sens où bon alors on va complètement dans le spoil de Berserk, hein, il faut vous préparer si vous avez pas maté Berserk, allez le lire, voilà, il y a prescription. Griffith, Femto, parce que tu joues sur les mots madame, mais c'est la même personne. C'est deux parts d'une personne. C'est 2 parts d'une personne. C'est la même personne pour moi. Il a quand même violé la meuf de son meilleur ami pendant que son meilleur ami était venu pour le sauver. C'est difficile de faire plus dur. En fait, on a ce Griffith qui est un mec beau gosse, très pur, très truc, et au final, au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, après le sabbat, après l'éclipse, il est de plus en plus considéré comme une espèce de néo-Jésus. En fait, cette image, elle est parfaite. Elle représente totalement la dualité. Exactement. Guts, Griffith. Ça montre aussi que les deux peuvent devenir tous les deux des démons. Guts, il est déjà plus de base physiquement, en fait, aux yeux des autres. Et c'est là où genre, je te dis que c'est voisin à SNK. T'as avec le côté où je trouve que c'est encore plus fort dans Berserk, c'est que t'as aussi l'apparence qui vient jouer un rôle super important. Oui. Et quand j'ai fini Berserk, je me suis dit, ah ouais, c'est mieux que SNK. C'est plus complet. C'est plus abouti. C'est plus abouti scénaristiquement. Mais quand tu compares, il y en a un, il a pris environ 10 ans de publication. Quand il y en a un, il a commencé en 89, il a même pas terminé. Quoi. Ouais. Tout est complet, chaque passage, il y a les dialogues, il y a les dessins, il y a tout qui est décrit pour qu'on loupe rien sur la construction de chaque personnage. Et après, il en a pas fait 3 millions des personnages. Et en fait, tu tournes toujours un peu au niveau de ces personnages et tu les vois évoluer, grandir, changer. Et après, il te met le tome 41. Et quand il pensait ça allait mieux, il a dit Nick Zabi, tiens, je te mets une page, ça a tout niqué. On a sauvé Casca, les 2 nouveaux de retour. Eh ben non. Et moi, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai vu la couverture du tome 42. Je vois Griffith en train de porter Casca, je suis pas bien. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas bien. Après, je sais, c'est une illustration, mais pitié. C'est vrai que oui, quand tu parlais de l'apparence, ce qui est ouf, c'est que c'est quelque chose, un peu cette dualité qu'il y a physiquement avec celui vers qui on va pas se tourner parce que physiquement, il fait un peu peur. T'as celui qui brille par son aura, son charisme. Mais tous les deux, ils ont pas du tout le même but. C'est-à-dire qu'il y en a un, lui, il rêve de grandeur. Il rêve de changer le monde. Il a vu ce que c'était le monde, surtout au niveau de la royauté, des personnes haut placées. Il a vu à quel point c'était
pourri. Et il a aussi cette espèce de, pas de mentalisme, mais il arrive à capter psychologiquement qui est en face de lui. C'est-à-dire qu'il capte tout de suite quelles vont être tes faiblesses, qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce qui va pas chez toi, parce qu'il le voit, il a capté tout de suite que le père de Charlotte, il avait des vues sur sa fille. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que même s'il sait qu'il va se faire torturer, il lui dit quand même droit dans les yeux, t'as le seum parce que j'ai touché ta fille avant toi. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, il arrive à voir le mal de ce monde. Et je pense que c'est ça aussi qui le motive à changer, parce que à un moment, j'avais vu un mème, on voit, tu sais, l'image où il est avec le roi sur le balcon et la Casca qui le regarde comme ça, à l'époque, à l'ancienne, de la troupe du Faucon, où il faut bien la nourrir, la troupe. Qui c'est qui la nourrit? C'est Griffiths. Il a nourri comment? Avec le petit roi là qui voulait ses fesses. Hein, ouais. C'est un peu donné pour la troupe hein, quand même. Donc il y avait ce mème là en mode qui c'est qui a nourri la troupe? Griffiths il a pris cher. Mais du coup ouais, il a réussi. En fait c'est quelqu'un qui était prêt à tout donner pour son but. Son corps, son âme, sa personne, sa dignité. Je pense que Griffiths de base est quelqu'un de très bon. Il a pas sauvé Casca d'un viol juste parce qu'il fallait qu'il ait une fille à ses pieds. Je dis pas que c'est la bonté incarnée. En fait je pense que personne n'est la bonté incarnée hein, littéralement dedans. Dans la vie aussi, et c'est justement ça où c'est là où Berserk c'est fou. C'est réel. Les idées de grandeur ne mènent jamais vraiment à quelque chose de bien. Si tu prends aujourd'hui même, tu vois, un Elon Musk, s'il en est là, on le sait, il a licencié plein de gens, il a fait des coups bas à pas mal de personnes pour en arriver où est-ce qu'il est. Et je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse, nous, qui sommes dans le peuple, où on n'a pas autant de responsabilités, on n'a pas autant de personnes sous nos ordres, on peut pas gérer le monde. Nous, on le subit et on ne sait pas ce que c'est que gérer le monde. Lui, c'est un peu le faucon qui voit au-dessus et il voit que le monde va mal. Oui, forcément, cette scène-là de l'éclipse, elle est ignoble. Les cris de Guts qui s'arrache le bras parce qu'il supporte pas la scène, Casca qui lui dit regarde pas, et de se dire qu'il a fait cette scène-là, Miura, t'es là en mode, il est allé hyper loin dans le délire et surtout dans le vice, parce que à ce moment-là, Femto sait comment détruire la personne qui est en face de lui, tu vois. Et le truc, c'est que oui, Guts est venu le sauver, donc il l'a sauvé des geôles là, avec le mec qui le torturait. Au moment où il y a l'éclipse, on n'oublie pas quand même que Griffiths lui dit ne viens pas. Il sent qu'il y a un truc qui va pas, sauf que Guts vient quand même. Donc à la base, il voulait pas qu'il vienne. Il voulait pas parce qu'il sentait que ça allait les mettre en danger. Donc il avait pas ce but de viens dans l'éclipse, je vais tous vous sacrifier. Non, clairement pas. Mais à ce moment-là, il y a quand même eu ce côté où genre le fait de pouvoir toucher son rêve du bout du doigt l'a rattrapé et a rattrapé toutes les autres valeurs qu'il avait d'amitié, de trucs. Et d'ailleurs, la valeur de l'amitié que Griffith a, elle peut être remise en question quand il parle avec Charlotte sur la fontaine et tout, tu vois, qui est d'ailleurs un élément déclencheur de fou, de Guts qui s'en va juste derrière, etc. Pour moi, en fait, tu peux pas tout abandonner pour tes valeurs. Et c'est ce que Griffith, Femto, a fait. Là, c'est Griffith qui le fait. C'est pas Femto. Ouais, là, vraiment, exact. je sépare le moment où il y a une transformation. Là, ça devient un démon ignoble qui n'a plus de sentiments et qui, comme tous les démons, tu prends les God End, ils sont fous. Tu prends, c'est important parce que quand on regarde l'animé, forcément, on le comprend pas forcément parce que dans le manga, on commence directement avec Guts qui a déjà perdu son bras et qui va se battre contre un gars qui en fait était un duc avant et qui par haine parce que sa femme, je crois, l'avait trompé ou elle était partie. Ouais, exactement. Après a trouvé un bélite où s'est transformé en démon et devient une personne odieuse alors qu'à la base c'était un bon père. On montre bien que le fait d'accepter ça, de se transformer, on oublie qui on était avant et on devient la pire version de nous-mêmes. C'est-à-dire que comme tous les démons, ça fait un peu ce qu'il y a dans le folklore en général, tout ce qui est vampire, tout comme ça, où tu peux éteindre, tu sais, tes sentiments et devenir le plus grand des fils de poulpe. Pour moi, ce qui s'est passé avec Griffiths, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on le voit couler comme ça, il a l'impression d'abandonner son corps, il se transforme. C'est plus Griffiths. Pour moi, à ce moment-là, c'est devenu Femto. C'est la version démoniaque de Griffiths. Mais c'est la même chose que Guts avec son armure. Lui aussi, il pourrait s'abandonner à son armure. Heureusement qu'il y a Shirk. On se rappelle de la scène sur bateau. Non, il mord le sein de Casca par haine. Oui, c'est vrai, incroyable. En fait, cette scène, elle est très importante. Parce qu'il a failli se faire submerger par de la haine. C'est pas un bélite, hein. C'est une armure qui le prend et c'est quelque chose qu'il a déjà au fond de lui. Et il l'a fait saigner alors que littéralement, c'est une petite chose qui est là comme ça, là, qui a déjà subi un viol et il la mord quand même parce qu'elle veut plus de lui. Donc tu vois, il y a quand même cet aspect un peu compliqué. Elle était pas consentante, il l'a mordu et en plus, je me rappelle, c'était tellement frustrant parce qu'à ce moment-là, il commençait un peu à renouer avec elle. Elle voulait bien se mettre avec lui parce qu'elle le repoussait tout le temps et il a tout détruit avec cette scène. Elle voulait plus de lui, elle voulait plus s'approcher. Il était obligé de toujours la tenir en laisse, sinon elle s'enfuyait. C'était ignoble. Et j'étais là en mode pourquoi t'as fait ça? Et en fait, il a laissé sa haine le submerger. Mais le truc, c'est que c'est Griffiths qui a dit oui, je les sacrifie. Et en fait, la scène, dis-toi que c'est un gars qui a subi 1 an de torture,
qui a plus de tendons, plus de ligaments, qui a été écorché à vif. Il était à ça d'atteindre son but de se marier avec Charlotte, de monter sur le trône, peut-être arriver à ses fins et de changer le monde parce que lui, en fait, il a su que c'était avec les religions, avec le système de pauvreté ignoble qu'il y a, le système riche-pauvre, parce que lui, elle a vécu dans les bas-fonds des villes. On le voit quand il est petit, qui court comme ça, c'est un pauvre. Hein. Et en fait, lui, il voulait changer ça. Donc, il était, on va dire, assez utopiste, mais il savait comment y arriver et qu'il allait devoir passer par plein d'étapes où il allait laisser sa dignité. Il était prêt à ça. Mais ouais, quand il y a la discussion avec Charlotte, elle est hyper importante parce qu'il le dit, il l'a jamais menti. Il a dit, ce sont mes nakama. Alors, c'est vrai que nakama, on se dit dans One Piece, mais nakama, c'est les membres de son équipage. Donc, pour eux, c'est comme la famille. Lui, nakama, c'est plus dans le côté, c'est les membres de ma troupe. Ils m'ont suivi, ils me suivront jusqu'à la mort. Si demain, et il l'a déjà fait, on va se battre contre le roi, là, où ils sont en infériorité numérique monstrueuse, ils ont fait, let's go, on y va. Ça se trouve, ils allaient tous crever. Et ils sont quand même partis. Et en fait, là, ce qui est important, c'est que lui, il est en mode, il est là avec son petit corps qui bouge pas, là. Il arrive même pas à se lever. Et t'as un God N qui arrive et qui lui dit, t'as l'air un peu choqué, viens, je vais te remettre les idées en place. Et il lui montre tout le chemin qu'il a parcouru quand il est là. Tu sais, il voit le château de loin. Et qu'après, il lui dit, mais regarde. Et là, il est sur une tonne de cadavres. Et il dit, mais tout ça, c'est la troupe du Faucon sur des années que t'as vu partir. Et tous ceux-là, là, qui sont morts, c'est 2 fois plus que ceux qui vont être sacrifiés. Si tu dis oui, tous ceux-là qui sont morts, ils seront morts pour rien. Franchement, là, tu veux retourner à ton état de loque humaine et plus jamais arriver à ton but. Tout ce que t'as fait jusque-là, tu vas dire non. Et je peux comprendre qu'il ait dit oui. C'est comme je t'ai dit, si là, au lieu de dire je les sacrifie, ils vont être tués en 2 temps 3 mouvements. Bon, même si là, c'est c'était un peu barbare, je pense qu'ils ont un petit peu souffert quand même. C'était assez violent. Il y en a un qui a fini quand même dans les seins d'une démon. Hein. Il a cru mourir dans les seins d'une femme. Hein. J'aurais voulu mourir comme lui, moi, si j'avais le avec choix. une petite bouteille. Ouais. La scène, elle est ignoble parce qu'il est là comme ça. Horrible. Après, tu vois la tête du truc. Ouais. Mais après, est-ce qu'une bataille sur un champ de bataille, c'est pas pire? C'est pas un coup de feu et t'as une balle en pleine tête et c'est fini. La réalité des batailles, c'était dégueu. Quand tu vois Guts trancher des gens, c'est dégueulasse, littéralement. Et ça a l'air d'être une souffrance ignoble. Ouais. Donc en fait, il se dit, c'est pas bien de penser comme ça. Forcément, ça fait chier de se dire qu'il est pensé comme ça. Et on aurait aimé qu'ils se disent, non, je peux pas tous les sacrifier, je peux pas faire ça. C'est contraire à la morale. Il en a rien à foutre de la morale parce qu'il sait que sa morale là, à l'instant T, elle vaut moins cher que la morale qu'il pourrait mettre après, parce qu'on le voit dans la suite. Il veut instaurer un monde. Il fait du bien. Il prend tous les gens, il les met dans un endroit. Et Safe. alors, c'est safe. Et il arrive même à contrôler les démons. Alors forcément, il arrive même à combattre le roi Kushan, qui est devenu un énorme démon. Il le bat. C'est-à-dire qu'il aurait pu s'allier avec lui et que ce soit un monde des ténèbres, qu'on aurait pu le croire en mode Femto. Mais c'est plus Femto en plus après. J'ai l'impression qu'il y a une phase où après il renaît et ça redevient Griffiths et il est de retour. C'est ça qui est compliqué avec le personnage de Griffiths parce que tu sais pas sur quel pied danser. Un coup c'est Griffiths, un coup c'est Femto, après un coup c'est un nouveau Griffiths. Et en même temps, t'as l'impression qu'il fait du bien, il est pas méchant, il récupère des gens qui sont dans le mal et il les met avec eux. Il y a des démons, il touche pas aux humains du coup. Genre t'es en mode, en fait c'est pas si mal du coup ce qu'il fait, mais il a quand même fait ça avant. Où est-ce que tu veux en venir? Exactement. À quel moment c'est juste, à quel moment c'est moral, à quel moment ça l'est plus. Est-ce que tu vois, et c'est ça qui est fort. Et si tu prends même l'autre côté de Guts, Guts qui est quand même, malgré le fait que ce soit dans tous les aspects un anti-héros de Dark Fantasy, il est drivé par la vengeance. Si on dépasse l'aspect physique de Guts, c'est peut-être le seul côté sur lequel on peut revenir et qui est pas très moral justement. Et tout à l'heure tu parlais de Death Note, tu vois, en parlant de morale, c'est la même chose. Tu sais, à un moment dans l'épisode 2 de Death Note, je crois, Light il dit à Ryuk, quand il le voit pour la première fois, il lui dit, tu sais, si on me posait la question dans une salle de classe, est-ce qu'on pourrait tuer tous les assassins sur Terre et tout? Et là la réponse ce serait un défilé d'hypocrisie, tout le monde dirait non, on peut pas les tuer, etc. Alors que tout le monde voudrait vivre dans un monde de paix. Mais parce que c'est le bien et le mal, la religion, la morale qui t'instruit et qui te dit on n'est pas Dieu. Cette confrontation entre oui, mais il a fait du mal, donc il doit disparaître de cette terre, et en même temps, qui suis-je pour dire qu'il doit disparaître ou pas, tu vois? Et en plus, c'est touché par cette espèce d'affect constant de ça se trouve, il avait un passé, lui aussi il a souffert, il avait des circonstances atténuantes, est-ce que c'était vraiment un psychopathe? Il y a une histoire derrière, alors forcément, tu dis autant dégager ça de cette terre, tu vois, mais ça te met toujours dans un délire de est-ce que c'est pas mieux le nettoyage finalement? Tu dis ça, mais si un jour c'est demain c'est ta mère, ta sœur ou ton enfant qui est tué, tu voudrais pas te venger? Tu voudrais pas que cette personne disparaisse? Et c'est pour ça qu'il parle des filets d'hypocrite, parce que non, c'est contraire à l'éthique, non, c'est contraire à la morale, on peut pas tuer les gens sinon on devient comme eux. Tu sais, cette fameuse phrase, quand tu vois des super-héros qui se battent et qui battent un ennemi, t'es content, tu vois. Donc finalement, elle se place où la morale, où se place ce qu'il faut faire et pas faire, tu vois. Et dans Berserk, on part quand même, avec un anti-héros, donc on part déjà sur un gars qui a pas un CV très clean. Clairement, tu le vois la première fois, il a décidé de couper un gars comme ça en deux. Il dit, moi, je vis tout seul. Bon, après, t'apprends qu'il a eu un viol quand il était petit. Il est né d'une mère pendue. Ah ouais? Et en fait, il est tombé, parce que la mère était enceinte, il est tombé dans la flaque en dessous. C'est top. Il est né vraiment dans un amas de sang et de mort et de gadou génial. Un destin vraiment tracé. On le dit qu'il est maudit d'ailleurs dès le début. Oui. Ouais. En fait, Guts, il se dit,
je suis mieux tout seul. Mais ce qui est ouf, c'est que on soutient quelqu'un qui, dès le début, en fait, dans les premiers tomes, où il tue un enfant. Dans les escaliers du donjon, là? Bah, tu sais, quand il va tuer le duc qui est censé marier son fils avec Charlotte. C'est ça, exactement. Et l'autre, il arrive et il hésite pas, il l'embroche. Et vraiment, cette scène dans le manga, elle est tellement dure parce que t'as plusieurs cases où tu vois l'enfant qui fait... Et t'as l'impression d'entendre le bruit de l'enfant qui suffoque, qui souffre parce qu'il meurt pas tout de suite. Il le regarde en mode pourquoi tu m'as fait ça, et Guts qui est comme ça, et après la vie continue. Genre il est en mode tu le vois pas avoir des remords de ouf, avoir 3 semaines où il est en mode putain qu'est-ce que j'ai fait, c'est horrible, je m'en veux. Non, le lendemain c'est Griffiths qui lui a dit de tuer l'autre, bon dommage collatéral, la vie continue, tu vois. Donc on est quand même sur un personnage aussi qui a passé vite l'éponge sur le fait d'avoir embroché un gamin de 10 ans quoi, qui avait rien demandé, c'est un tueur à gage Guts. Donc si demain Griffiths leur aurait dit faut que tu tues toutes ces personnes là, il l'aurait fait. C'est forcément quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui hésite pas à embrocher les gens, donc on n'est pas sur des personnages utopiques tout candide et tout. Donc c'est vrai que Berserk, c'est les tréfonds de l'âme. C'est vraiment le moment où t'es en conflit constant avec toi-même, avec le monde, la société, le bien, le mal, et tu dois vivre avec tout ça et broder, parce que chaque minute, tu peux mourir. T'as dû remarquer, mais plus on avance, plus à la fin, c'est quand il est torse nu, tu vois toutes les marques. Guts, il y arrive pas s'il reste avec ce corps-là. Son corps se brise à chaque fois, il se fait soigner, mais à part si l'endroit où il y a les elfes, ils arrivent à trouver quelque chose. Il y a quelque chose en plus déjà avec la sorcière qui était la maîtresse de Shirk, celle qui connaît le Skull Knight. Qu'elle cache quelque chose, il y a sûrement un secret derrière tout ça, mais justement il y a toute une histoire avec le Skull Knight qu'il faut connaître. Je pense qu'il y a même au niveau des mangas peut-être une partie flashback sur qui il était avant, ce qui est devenu. En fait là actuellement on cherche comment avoir le niveau d'un God Hand sans en devenir un, en fait. Donc c'est ça le truc, et on n'y est pas encore. C'est quoi toi ton rapport que tu peux avoir à justement, parce qu'on parle de vengeance, on parle d'arriver à ses fins quitte à faire des sacrifices. Sacrifice. Je crois que je vais m'en aller. Et tu sais, je viens de la trouver, je voulais absolument la placer. Moi, j'aime bien. Quand on lit un manga ou qu'on regarde un animé, on a tous un truc qui résonne en nous, et c'est pour ça qu'on est touché par cet animé-là, tu vois. Qu'est-ce qui résonne en toi? Dans Griffith, plus que dans Guts, parce que c'est Griffith et son sacrifice qui t'ont touché beaucoup. Alors, je tiens à préciser quand même que c'est Guts, mon personnage préféré dedans. Mais... c'est pas l'impression que tu m'avais donnée. Non, parce qu'en fait, j'adore parler de Griffith parce que c'est le plus intéressant, par contre. Moi, ce que j'ai aimé à travers l'œuvre, c'est le fait que ça lit un peu en toi, ça lit même à des endroits où tu n'aimerais pas qu'on lise. C'est-à-dire que ça développe chez toi même ce vice qu'il y a dedans. Tu te mets à kiffer lire des planches de sabbat et d'orgies et de trucs, genre t'es en mode c'est ultra malsain, et en fait tu prends plaisir à regarder ça en mode, tu sais, c'est un peu ce côté qu'il y a dans le dessin où tu peux entre guillemets tout dessiner, parce que c'est pas réel, tu mets pas en jeu des gens, faut rester quand même dans le légal forcément, mais en fait tu prends plaisir à regarder ça, cette dualité entre les deux qui fait que même toi tu te bats avec ta propre conscience quand tu lis. Oui, je suis censée détester Griffiths, et en même temps plus je lis plus je suis en train de douter, sauf que Guts lui il sait pas tout ça, il sait pas tout l'envers du décor de ce que fait Griffiths. Lui dès qu'il voit Griffiths c'est je veux le tuer, tu vois. J'ai l'impression de vivre un périple psychologique. Ça lie en nous sur le fait que l'humain a des vices. Les gens veulent voir du sang, les gens veulent voir de la catastrophe, tu vois, parce que ça leur rappelle que eux, vu qu'ils ont rien, tout va bien. J'ai des potes qui me disent, moi, quand je vais pas bien, je me dis, je libère ça, et je fais, en fait, ma vie, elle est bien. Moi, c'est surtout, ça me rappelle pas que ma vie, elle est bien, quoi que ce soit, c'est juste que ça me rappelle que je peux pas non plus juger les gens complètement sans savoir la finalité des choses, tu vois. C'est pour ça que je vais adorer regarder des chroniques policières, des trucs sur des serial killers et tout, parce que je veux savoir pourquoi il en est arrivé là. C'est ça qui me motive et qui me transcende dans Berserk et dans ces œuvres-là. Et est-ce qu'il y a moyen aussi de passer outre ça aussi, tu vois? C'est un peu faire l'avocat du diable constamment, et c'est ça qui me transcende dans l'œuvre, en fait. Et je comprends Guts aussi dans cette quête de vengeance, parce que je pense que Guts, il veut savoir aussi pourquoi il est devenu comme ça, et je pense que quand tu vis ça, t'es jamais vraiment guéri de ça tant que la personne existe dans ce monde, tu vois. Après ce qui s'est passé, ils peuvent pas vivre ensemble. Et je pense pas que l'œuvre va tendre vers une explication de je suis pas celui qui a violé ta femme. Ça va pas être en talk no jutsu, clairement pas. Donc Guts mourra pour sa vengeance, je pense. Et je pense que c'est le fait qu'il soit prêt à mourir qui va faire qu'il va peut-être évoluer aussi. Qu'il va peut-être avoir un nouveau pouvoir, parce que le Skull Knight, il est jamais le chevalier, il est jamais très loin, en fait. Il le suit de près parce que je pense qu'il voit Guts en lui, en fait. Il y a que des persos de ouf sur lesquels en fait on peut s'arrêter 4 heures sur chaque personnage, quoi, tu vois. Oui, même Farnèse. Tu vois, franchement, si on doit parler des meufs dans Berserk, moi je trouve ça incroyable. T'es dans un monde, bon, on le sait, c'est moyenâgeux, dark fantasy dans les côtés les plus bressons qu'il puisse y avoir. Et en fait, la place d'une meuf, elle est... Pas à la cuisine. Déjà pas à la cuisine.
mais elle est très vite vue dans ce monde-là. En fait, c'est soit tu vas avoir une place de garçonne, Casca au début dans la troupe du Faucon, qui s'assume pas du tout en tant que meuf. Derrière, t'as l'autre, ou Farnèse, qui s'éteint complètement pour la religion et pour le clergé, et tu te rends compte qu'elle est épanouie que quand justement elle arrive à sortir de ça. Ouais, tu sens qu'elle a des gros vices aussi. Ah ouais, ça, c'est trop. Mais ça, tu vois, c'est trop c'est ça qui est intéressant. Ça tue. Alors, sorti de son contexte, très bizarre ce que j'ai dit. Grave. Mais cette scène du fouet tue sa mère. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que aussi dans Berserk, tout est tourné dans une version entre guillemets pas forcément négative ou genre on voit que le mal, mais n'empêche que il y a une grosse critique de la religion dedans. Plus tu mets du tabou sur quelque chose, plus les gens vont vouloir aller en dehors du tabou, tu vois. Non, aller dedans, dans le tabou, tu vois. Ouais, genre sortir du côté tabou et devenir genre le tabou lui-même, tu vois. Genre elle est en mode je suis une femme d'église, je suis une femme de la religion, tu vois, elle est très très carrée et finalement elle voit Guts, elle commence à avoir des pulsions même sexuelles, tu vois. Tu vois qu'elle a envie de lui, il y a un truc qui provoque quelque chose en elle. En fait, Farnèse, moi je l'aime bien parce que elle se détache complètement de ça. T'as tout le passage avec sa famille. Tu vois que en fait, elle est allée dedans pour aller quelque part et pour être reconnue, mais en fait, elle sait pas où est sa place. En fait, elle cherche sa place dans ce monde en tant que femme surtout, parce qu'en vrai, sinon ça aurait été je t'ai trouvé un bon parti, tu vas te marier, point barre. Dans les récits Dark Fantasy, t'as souvent la femme soit très forte qui va rejoindre le rang des hommes et du coup ça fait très guerrière, soit c'est la femme, tu vas la mettre dans le côté sorcière parce que ça leur va bien, ou celle qui est restée femme au foyer, et t'as Charlotte quoi, qui rêvait de son prince Griffiths et point barre, tu vois. Et Farnèse, elle fait un travail sur elle-même, elle se métamorphose, elle se transforme et elle trouve sa place, sa voie, et ce qu'elle veut vraiment faire sans avoir cette espèce de bordure de faut pas faire ci, faut pas faire ça c'est pas dans notre religion, c'est pas si, et elle finit par apprendre à être une sorcière, et c'est trop stylé parce que elle trouve son clan, elle trouve là où elle peut être utile, et il y a son fidèle compagnon là qui j'adore en plus, j'ai son nom, Serpico, il tue sa mère. Et lui je l'aime trop parce qu'il s'efface énormément, et il y a un moment, il y a une planche où il tient Farnèse comme ça, et c'est la première fois que tu le vois avec les yeux ouverts et il regarde comme ça. Je te jure, cette planche elle est sublime, il y a vraiment l'instinct de protection en lui dans cette page. C'est rare d'avoir des pages qui expriment autant d'émotions dans juste un seul regard. Mais oui, du coup, elle trouve cette petite troupe. Lui, Serpico, il la suit jusqu'au bout du monde de toute façon. Elle s'occupe de Casca, elle est investie. T'as vraiment la Farnèse que j'ai vue dès sa première apparition et celle jusqu'à la fin, mais la métamorphose monstrueuse qu'elle a eue en étant dans une troupe où finalement tout le monde est différent. Et tout le monde est un petit peu des rebuts de la société. C'est-à-dire que Shirk, c'est une petite sorcière, mais elle vit dans sa forêt tranquille, elle fait ses petits bails. La sorcellerie, c'est pas non plus la religion number one, tu vois. Normalement, ils sont un peu, ils sont pas très appréciés. Bon, Guts reclute la société, je pense qu'on peut pas faire mieux. Farnèse, elle est limite déshéritée, donc voilà. Et t'as Casca qui est complètement folle. T'imagines la troupe, il y a le cirque Pandera qui se balade, on est pas mal, tu vois. Et finalement, ils arrivent à faire une famille. Il y a un gosse qui se rajoute, on aurait pu s'en passer du coup, mais et moi, ce que j'aime bien, c'est que Guts, il va y trouver une famille, il va refaire confiance à cette troupe parce qu'il a fait confiance une fois à une troupe, ça s'est très mal terminé, et à la base il voulait rester seul, et il finit par l'accepter. Mais des moments, tu sais, il est posé comme ça, il sourit, il regarde les gens, il mange. Limite, on dirait que la colère est partie, tu sais. J'ai l'impression qu'en fait toutes les personnes qui sont autour de lui essayent de le conforter dans cette idée, en sens on est bien ensemble, on est bien ici, genre je suis bien chez les filles. Ils arrivent là-bas, il y a pas de démons, il y a personne, tout est bien, Casca va mieux, on était bien là-bas. Et non, parce que c'est pas positif, Berserk, ça se finit pas bien. Il peut y avoir des beaux messages véhiculés, mais ce sera toujours au travers de trucs hardcore, quoi. Bien sûr. La fin la plus atroce, c'est que Guts meurt, que Griffiths, finalement, ils sont en mode mais j'ai changé et moi, je vais prendre soin de Casca. Il reste plus que eux deux. Ça, ce serait vraiment le truc le plus hardcore possible. Ce serait chaud, ça. Ce serait ignoble. Après, Guts et Griffiths meurent, même si vu la condition dans laquelle est Griffiths, ça a l'air d'être quand même un être supérieur. Je sais pas comment ça se passe pour le tuer. Il peut y avoir aussi un Guts qui tue Griffith et tout le monde lui en veut et ça redevient le bordel dans le monde alors que Griffith avait commencé à... Oui, j'allais y venir parce que finalement c'est quand même le messie de beaucoup de personnes. C'est ça. Donc c'est ça le problème, c'est que s'il se met à tuer un gars qui fait le bien finalement dans le monde actuel, comment on justifie ? Ouais, mais avant il s'est passé un truc. Ouais, mais frérot, moi je m'en fous, je l'ai pas vu, je te crois pas, tu l'as tué, on était bien. Griffith n'est plus là pour contrôler les démons, ça se trouve là c'est l'apocalypse. Allez.
c'est la fin. Parce qu'en plus, le problème, c'est que le Rakushan, il a ouvert une porte, ce qui fait qu'il y a un accès au niveau des dimensions qui est pas normal et qu'il a ouvert. Il y a que Griffiths qui peut contrôler ça. C'est ça le problème, c'est encore une fois faire les choses pour le bien commun ou pour le bien de quelques personnes. Et à chaque fois, c'est cette question qui me passionne le plus, que ce soit dans Death Note, dans Naruto ou dans Berserk ou dans SNK, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je dois mourir avec ma vengeance enfouie pour le bien commun ou est-ce qu'il faut que je montre au monde qu'en fait c'est pas une bonne personne mais ça se trouve c'en est une, c'est plus la même personne. T'es lecteur de ça et moi j'ai le cul entre deux chaises. Littéralement, genre je suis mais frérot, pourquoi tu fais mais qu'est-ce que je fais avec ça moi ? Toi, tu penses que tu ressembles le plus à quel personnage dans Berserk? C'est compliqué parce que en vrai, je me vois pas du tout en Casca. Moi non plus, ouais. Toi non plus? Ouais, je te vois pas en Casca. Ah d'accord. Je croyais pour moi toi. Moi non plus, je me vois pas en Casca. Ouais. Je me vois pas en Casca, je me vois pas en Farnese. Je cirque un petit peu plus, mais c'est pas encore ça. Certainement pas en Charlotte. Oh non. Clairement pas. Quel enfer la scène de Charlotte avec son père. Puis même au niveau mentalité, pas du tout. En soi, c'est juste une princesse quoi, tu vois, genre ça va pas plus loin que ça. Même si elle a une phase avec son père qui est compliquée, mais j'arrive pas à me voir en un personnage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des parts de Guts et des parts de Griffiths dans lesquelles je me trouve, tu vois. Mais limite, c'est quelque chose plus dans un affect d'un point de vue extérieur. Je me vois plus avocat du diable de Griffiths et en même temps la personne qui fait un câlin à Guts, tu vois. Je te comprends avec ma tête et je te comprends avec mon cœur. Et du coup, les deux, j'arrive pas à les dissocier, tu vois. Pour moi, c'est le duo, en fait, qui se complète et qui fait que j'arrive à être en accord avec les deux et en même temps à pas être d'accord. Donc c'est compliqué de se voir en un personnage parce que c'est tellement des personnages poussés avec des vécus qui sont vraiment particulièrement hardcore. Donc si quelqu'un me dit oui, moi je me vois en Guts, je fais purée, si tu te vois en Guts, qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler si tu veux. Mais... Et puis en Griffiths, si tu te vois en Griffiths, du coup tu peux peut-être mettre un petit red flag, tu vois, genre. Bon, au niveau de tes ambitions, ça se passe comment? Si t'es sa meuf, t'es en mode je me place où? La phrase que t'as dit tout à l'heure, je la trouve folle. Hein. Mon cœur il en comprend un et ma tête elle comprend l'autre. Cette phrase pour moi elle résume exactement en fait l'œuvre. Non mais c'est vrai parce que Guts, oui c'est le personnage principal, mais on a un affect avec lui par rapport à ce qu'il a vécu parce que on rentre vraiment. Tu vois par exemple les deux ont eu des attouchements quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Il y en a un, il l'a caché. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scène de ça. C'est-à-dire qu'en plus on nous montre que entre guillemets il le voulait bien, même si forcément c'est atroce, mais parce que il a lâché sa dignité pour avoir de l'argent, pour mener son rêve à bien ou au moins essayer de toucher du bout du doigt son rêve. Il y en a un autre, il l'a subi et il a toujours subi sa vie. Il y en a un, il l'a pas subi sa vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a choisi de le subir, même si ça montre que c'est quand même une victime de la société. Il y en a un, c'est une victime de la société qui a subi, donc forcément on a plus d'affect avec lui parce que depuis le début, il subit sa naissance. Quand il est amoureux, il le subit aussi. En fait, on lui en veut d'exister. Lui, on en veut pas d'exister. Lui, on apprécie son existence, mais lui, il en veut à beaucoup de personnes d'exister. Et en fait, lui, il est très content d'exister parce qu'il se dit, dans cette vie, je vais faire quelque chose pour le bien commun. Mais il sait qu'il y a du ménage à faire. Il y en a un, lui, il veut juste vivre sa vie tranquille. S'il pouvait vivre en haut d'une montagne, il le ferait, tu vois. Donc, ils sont foncièrement différents. Du coup, on a un affect différent. Enfin, tu vas avoir forcément plus d'affect et plus de sentiments pour quelqu'un qui a vécu comme ça et qui te fait mal au cœur qu'un gars qui est plus, c'est presque un mentaliste, hein. On pourrait appeler ça être un psychopathe parce qu'en fait, tu dis, mais comment tu peux arriver à faire ce genre de choses? Clairement, un psychopathe. Mais je pense sincèrement que c'est une vision des grandes puissances de ce monde, en fait. Tu peux pas arriver à un tel point de charisme et d'aura, de contrôler les gens et d'être écouté sans avoir un petit grain. Sans couper court un peu à ton côté moral, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien faire l'avocat du diable et réfléchir avec ma tête en mode comme un échiquier, tu vois, avec Griffiths. Alors qu'avec Guts, je vais réfléchir de manière totalement émotionnelle. Ça va être que de l'affect, en fait. Donc c'est pour ça que je mets de côté le fait qu'il ait tué un enfant ou quoi que ce soit. Je me dis, tu vois, on contextualise vite fait avec Guts et on contextualise beaucoup avec Griffiths. En mode, ouais, mais tu te rends compte qu'il a fait ça. Et avec Guts, on est en mode, ouais, mais tu comprends. Donc, quand on a de l'affect pour quelqu'un, on est beaucoup plus compréhensif que quand on est en mode, on a une vue un peu plus reculée en mode, déjà lui il est beau, il réussit, vas-y lui. Et en plus il a violé la meuf et tout. On n'arrive plus à découper les scènes et à découper tous les petits trucs qui font qu'on a peut-être une explication sur tout ce qui s'est passé, tu vois. Même si je dis pas qu'il y a des raisons de violer Casca, pas du tout, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a rajouté cette scène pour foutre le bordel dans notre tête. Pour moi, il s'est dit, vous aimez bien Griffiths, hein? Il avait l'air de vouloir faire des trucs de ouf, hein. Tiens, vous allez détester. Là, vous le détestez bien, il va revenir. Et il sera vachement bien. En fait, Miura, pour moi, il se fout de notre gueule. Ouais, il nous troll. Tu sais que lui et son meilleur ami, il disait que son meilleur ami c'était Guts et Miura c'était Griffiths. Ça m'étonnerait pas que ce soit Griffiths qui a écrit Berserk quand même, un truc pas comme ça. Ouais,
en fait, C'est c'est tellement lui. sadique. Le pauvre, quand même. Il est plus mort dans l'éclipse, en plus. La façon dont il est mort, c'est juste ignoble. J'ai l'impression Tu sais que qu'il je est... sais même pas, il est mort comment. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il s'est vidé de son sang. Genre, il a fait une hémorragie interne qui... C'est ignoble, apparemment. D'un coup, from nowhere. Apparemment, c'est lié aussi à une hygiène de vie qui est pas très bonne. Lui, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup. Et avec la fatigue et tout le tralala, il est mort comme dans son manga. En fait, ça me fait mal. Je te jure, le jour où je l'ai appris, j'ai chialé comme un caca. En fait, j'avais pas lu le dernier chapitre, j'attendais le tome 41 et je l'ai lu juste avant un live Berserk avec Léna. J'ai attendu pour le lire, je voulais lire juste avant le live. Je suis arrivée au live, j'étais comme ça. Waouh. J'étais déboussolée parce que on en a pas parlé, mais toute la phase avec Casca Guts et Shirk qui vont dans l'inconscient de Casca, Incroyable. c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Incroyable. En fait, je me Non, dis... c'est Fernez et Shirk qui vont. C'est Farnese. Ils voient le chien qui représente Guts dans l'inconscient. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fort. Il y a le chien qui est dedans. Et c'est pour ça, tu te dis, mais c'est pour ça qu'elle voit Guts bizarrement. Les souvenirs de Griffiths et de Femtos complètement effacés, altérés, pour éviter qu'elle débloque encore plus, en fait. Et c'est pour ça que quand elle revoit Griffiths à un moment donné, elle court vers lui, parce que c'est pas Griffiths qu'elle a vu à ce moment-là, c'est Femto. Même si à un moment, pendant la scène de viol, elle dit Griffiths, elle comprend que c'est lui. Je pense que c'est à un moment que ça a switché. Parce qu'elle reconnaît ses yeux, en fait. Et en fait, elle se dit, mais c'est pas Griffiths, là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas capté, aussi les animaux qui n'ont pas forcément capté, mais elle se fait violer par tous les démons juste avant. Elle est déjà bien amochée à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a toute la scène où il traverse une espèce de forêt, où il y a des démons et tout. Et t'as beaucoup de formes phalliques partout. Et en fait, t'as cette espèce une obsession sur ça, en mode, tu comprends qu'elle a il a eu un viol multiple avec tous ces démons, et tu dis, mais je me dis, c'est un homme qui a fait ça pour décrire un viol que subit une femme, et j'ai trouvé ça extrêmement juste. Genre au niveau de la construction et de la déconstruction, c'est ça. La destruction du mental et de la conscience chez une femme quand tu subis une chose atroce comme ça. Vraiment l'espèce de petite poupée dans le cercueil là, ça m'a fait tellement mal au cœur. Je me suis dit mais il a tellement bien imagé ça quoi, que des femmes qui pénètrent son inconscient et qui trouvent ces morceaux de Casca et l'espèce de d'ombre qui les suit partout. Mais je crois que c'est le chien qui les suit. Ouais, en c'est plus, le chien qui les suit. Il lâche rien. Ouais, je l'ai mordu au sein il y a pas longtemps. Tu vois, genre, mais chacal, dégage. Tout ce passage-là, il est tellement deep. Encore une fois, je te dis, le fait qu'un homme ait fait ça et été aussi juste, ça montre aussi que beaucoup disaient oui, Miura c'est un pervers, t'as vu toutes les scènes de cul qu'il fait. Ouais, mais il les fait pas gratuitement. Alors oui, c'est un manga sur la violence, le sexe, la haine, la destruction, tout. Il y a tout qui est dedans, tout ce qui est le plus hardcore dans ce monde est dedans. Mais le fait pas en mode c'est excitant, tu vois, genre littéral, c'est pas ça, c'est vraiment limite, il y a un côté un peu contemplatif dans ces scènes-là. C'est comme si tu regardes un énorme tableau au Louvre où t'as des scènes avec des démons, des trucs comme ça, tu sais, t'as des scènes un peu genre bibliques, mais du côté des enfers, tu vois. Donc du coup, quand tu vois ça, tu te dis, il en fait pas l'apologie, tu vois. Je sais, il y a des mangaka qui sont très très limites, qui vont faire l'apologie de la pédophilie presque, tu vois, genre avec des corps très très jeunes. Lui, il est pas du tout là-dessus, tu vois. Quand t'as la scène avec Charlotte et son père, ça te dégoûte. À aucun moment, c'est une apologie de ça. Il fait pas l'apologie du viol non plus, tu vois. Genre, il montre l'aspect vraiment très démoniaque de la chose. J'ai trouvé ça genre juste en fait. C'est pas un truc excitant ou des trucs comme ça. C'est juste t'es en mode waouh, et ça te fait peur en fait. Ça te met, t'es obligé d'être dans cette ambiance constante où le mal règne entre guillemets. Tu vois, on est dans les enfers en fait à partir de ce moment-là, à partir de l'éclipse. Et même quand à un moment t'arrives sur l'arc avec Mosgouz, le mec qui a la face toute plate là, le prêtre là qui fait qui s'éclate la tronche par terre. Dès qu'il prie, s'éclate la tronche par terre. Déjà, lui, je crois que c'est celui qui m'a fait le plus bader dans tout Berserk. Il m'a fait bader parce que il y a bien un truc qui me fait vraiment réagir et qui me met hors de moi, c'est que ce soit dans les films, les séries, les mangas, c'est quand quelqu'un justifie tout par la religion. En mode, je vais purifier son âme en l'égorgeant. Last of Us, il y a ça. Il y a une espèce de groupe, les Séraphites, qui sont mués par une espèce de femme qui serait leur prêtresse. Dès qu'à un moment, il chope une meuf, elle a fait un mauvais truc, il lui dit, brise-lui les ailes, il lui pète les coudes avec un marteau, tu vois. Et en fait, ils s'octroient le droit de purifier les autres alors qu'eux-mêmes sont complètement détruits de l'intérieur. Pour eux, c'est eux le mal, en fait. Finalement, tu vois. Et dans Berserk, le moment où il arrive, il dit, il voit une femme, il lui dit venez avec moi et tout. Finalement, il la met dans une salle de torture pour purifier les gens. Je dis là, mais c'est toi le détraqué en fait dans cette histoire. Et je me dis, mais en fait, c'est eux les pires parce qu'en plus, ils sont persuadés de ce qu'ils pensent. C'est ça en fait pour moi, ceux qui me font le plus peur, c'est ceux que tu peux pas raisonner. C'est-à-dire que je préfère encore quelqu'un qui est foncièrement mauvais et au moins je sais que voilà, j'oublie, tu vois. Mais quelqu'un qui est en face de toi, qui est persuadé de ça, de ce qu'il est en train de te dire et ce qu'il est en train de faire et qu'il est persuadé que ce qu'il fait
c'est bien. Ça me fout la haine. Vraiment, je préfère que quelqu'un qui soit complètement con ou complètement méchant me tue plutôt que quelqu'un qui soit en mode je fais ça pour ton bien. Genre vraiment, la phrase là, elle me détruit dans toutes les œuvres. Je pense c'est le truc qui me fout le plus la haine, tu vois. Je sais pas si tu connais le film The Mist. Non, je l'ai pas vu. C'est une adaptation de Stephen King et en fait, t'as une espèce de brume qui va arriver dans la ville. Il y a une espèce de huis clos dans un espèce de supermarché et ils comprennent qu'en fait dans la brume il y a des créatures. Bah dans le supermarché il y a tout. Il y a un prêtre, il y a des gens qui sont en mode ils commencent à faire des sectes et tout et ils commencent à dire ouais, de toute façon l'armée, vous êtes prêts à mourir, donc ils commencent à dire je pense qu'il faut qu'on sacrifie des gens pour les bêtes, comme ça ils nous laisseront tranquilles. On fait ça pour le bien commun et tout le monde est en mode oui, il a raison. Ils commencent à dire oui, Dieu, j'étais en mode pour y survivre et non, ils sont en mode la religion, oui, on va suivre, il faut sacrifier des gens. On est quoi? On est chez Maya et les Incas là ou je comprends pas. Et en fait, c'est une espèce de régression constante sur le fait de ne plus réfléchir. La SNK, c'est trop bien amené. D'ailleurs, il y a une scène dans le premier épisode quand les titans ils rentrent dans le mur. T'en as un qui lit. Tu l'as cette scène? Mais il est en train de lire. Arrête. Barre-toi, frérot. Je sais que les gens ont peur de la mort. Ça leur permet de se dire qu'il y aura quelque chose après. Tu vois, ça apaise peut-être cette douleur et cette peur. J'ai l'impression que plus on est dans ce délire, j'ai peur de la mort, donc je vais me tourner vers la religion sans réfléchir. Plus pour moi, tu t'abrutis en fait. Ouais. Si t'arrives plus à réfléchir, moi-même je suis croyante, tu vois, mais ça m'empêche pas de réfléchir et me dire que si un jour il y a la fin du monde, j'aurai quand même un instinct de survie. Je vais pas dire oui, c'est Dieu qui l'a voulu ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça qui est un peu dans Berserk, c'est-à-dire que les gens sont abrutis par ça et croient toutes les paroles parce qu'il y a un boug, on a décidé que c'était lui et qu'il était saint. Jamais il est saint, c'est un homme en fait. C'est-à-dire que lui aussi il a sûrement des vices, on peut pas y croire, tu vois. Et justement, Mosgouz, il est tellement habité par le fait qu'il soit sûr de lui qu'à la fin il devient un démon. Et en plus, Guts a tellement du mal à le battre, il est monstrueux. Quand il a ses ailes d'ange et tout machin, qui se croit pour un ange, c'est ça qui rend fou, qui t'énerve de fou. Ça rend ouf et en même temps, il s'est transformé en ce quoi il croyait être. Un ange. Alors en fait, littéralement, t'as cédé à ta folie. Frérot, t'es pas un sage. Donc en fait, ça montre que... Je sens la haine en vrai. Oui, ça m'énerve. Vraiment, ce passage-là, ça m'a montré qu'il y avait une critique un peu des religions monothéistes. Pas forcément de ce qu'elles inculquent, mais ce qui s'est passé autour, tu vois. Méconnaissance et toute cette transformation de certains textes. On va pas se mytho, il y a des textes dans des livres, c'est tellement ancien et c'est tellement des métaphores que le premier khmar qui va venir, il va pas comprendre, tu vois. Littéralement, si t'as un âne, tu comprends rien, tu vas faire oui, il a dit ça, ok, d'accord. Et c'est exactement ça dans Berserk. Les gens, ils suivent aveuglément un truc et ils se disent je vais m'en remettre à un gars parce qu'il a lu le livre et qu'il est un homme de foi, c'est bon, on est sauvé. Non. Et t'as ce côté Survivor à travers cette petite équipe et Shirk qui arrive qui est en mode moi je crois en la nature les forces de la nature, moi je peux vous aider. Et en fait elle détruit tout ce qu'ils pensent en mode commence à appeler les anciens et tu vois, moi j'aime bien ce petit côté retour aux sources entre guillemets qui est très proche en fait finalement des japonais parce que quand tu prends le bouddhisme et le shintoïsme c'est très sur les divinités de la nature, tout à fait, tous les kami et tout, et en fait sur le fait que la nature reprend toujours ses droits mais du coup dedans c'est une sorcière mais qui utilise la nature, c'est pas une sorcière genre les sœurs Halliwell hein, mais donc il y a cette espèce de respect aussi des dimensions parce qu'elle dit oui je peux aller dans certaines dimensions mais normalement on n'est pas censé les mélanger, tu vois, et elle sait qu'il y a un équilibre, c'est déséquilibré dans le monde de Berserk, tu vois, après l'éclipse, et je trouve ça pousse l'univers encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a leur religion, on a le système en place, t'as des démons, t'as les God Hand, t'as un chevalier noir, t'as Guts qui a une armure qui se transforme, après t'as Shirk c'est une sorcière, il y a des mondes parallèles, j'ai l'impression, je te dis comme au début là, je te dis il a aucune limite, c'est sans limite, c'est comme l'univers, genre il s'est dit je peux aller hyper loin et tu sens qu'il a pris plaisir à ça, tu vois. C'est exceptionnel. En plus je trouve que tu as très très bien expliqué ça. Est-ce que tu arriverais avec tout ce qu'on a dit à synthétiser, à donner envie aux gens qui nous regardent de regarder Berserk? Berserk est pour moi une des meilleures œuvres sur Terre, tout confondu. Vous pouvez prendre manga, film, c'est une œuvre ultra complète. À chaque page tournée, vous savez pas où vous allez. Déjà, visuellement, c'est juste incroyable. Si vous voulez une histoire qui vous transporte, qui vous transcende et qui vous apprend la vie, tout en vous rappelant que vous n'êtes qu'un simple humain, faut lire Berserk. Très beau résumé. On est des êtres tellement faibles. C'est genre, ça. Dans Berserk, tu dis la grandeur dedans, elle est sans limite. Et la puissance de la haine et de la vengeance, c'est tellement une dinguerie et tellement bien expliqué dedans. Tu peux que être bluffé par cette œuvre et par cette écriture, en fait. Complètement. C'est une dinguerie. Moi, pour donner un petit peu envie aussi, tu l'as très bien fait, donc je vais rien rajouter. Par exemple, moi, il y a un film qui m'a que j'ai regardé quand j'étais jeune, je sais même pas comment j'ai regardé parce que c'est un film des années 30, de Fritz Lang qui s'appelle M le maudit. C'est là où je retrouve un peu du Berserk, tu vois, avant-gardiste. Tu suis en fait l'histoire d'un pédophile dans un vieux village allemand. Ça fait ainsi un parallèle un peu avec la montée du nazisme. Super ça! C'est super. Évidemment, du début à la fin du film, tu veux qu'une chose, c'est que le mec clame.
Bon, je spoil, hein, c'est bon, j'avais qu'à le voir déjà depuis. Bon, là, je pense que c'est même plus prescription, là. Ouais, plus prescription, là. Et en fait, à la fin, t'as tous les voyous du village qui lui font une espèce de jugement clandestin. Et t'as cette scène incroyable de la fin où il est en train d'essayer de se justifier en disant c'est plus fort que moi, je suis malade, je ci, je ça. Et le jeu d'acteur est tellement brillantissime, les dialogues sont tellement brillantissimes que t'as envie de le pardonner et tu culpabilises d'avoir envie de le pardonner. Et en fait, t'es complètement torturé et en fait, ça te prend et ça te fuck top. Cette dernière scène, elle te monte en l'air. Et ça, je le retrouve dans Berserk. Tu vois, et c'est ce truc-là que je trouve super fort. C'est vraiment ce moment où t'es torturé. Avec plus de recul, tu peux voir la même chose, pas sur le coup, mais quand Eren, il va écraser des gosses, par exemple. Mais c'est ces trucs-là, en fait, qui, moi, me touchent de ouf. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde de mater Berserk parce que c'est genre, waouh. Je pense que, tu vois. Mais tu m'as donné envie de regarder M le Maudit parce que, en fait, ce que t'as décrit là sur le fait de culpabiliser d'avoir presque eu envie d'avoir eu de l'empathie. Ouais. Finalement, quand tu vas, et c'est une triste réalité, le bien, le mal, ça n'existe pas. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des sociopathes, des psychopathes, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on devient comme ça. Nous, on a grandi avec Disney, avec le bien, le mal. Genre, elle est comme ça, il pose pas de questions. Sauf que, en fait, c'est pas ça la vie. Il y a des gens, ils deviennent comme ça. Il y a eu forcément un élément déclencheur qui a fait que tu finis par dire je comprends un petit peu. Même si comprendre ne veut pas dire accepter. Et c'est ça qui est important, c'est que dans Berserk, tu peux comprendre sans avoir à accepter une action, tu vois. C'est ce que je ressens et je le ressens plus maintenant. À l'époque, quand j'étais en mode je comprends un peu Griffiths, finalement. Mais en même temps, tu t'en veux et t'oses pas le dire aux gens, tu vois. Ouais. Mais après, un jour, je me suis fait tatouer cette scène. Il est fou ce tatouage. Et juste parce que j'ai Griffiths sur le bras, je me suis pris un shitstorm sur Twitter parce que les gens n'arrivent pas à comprendre déjà donc c'est un personnage en 2D. Et encore aujourd'hui, on me dit ouais, c'est tatoué un violeur. Oui, bah j'aurais dû répondre bah tiens, j'ai un peu de place pour Émile Louis et tout le reste. Non mais je rêve. Là aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire j'adore Griffiths. Je dis pas que c'est je l'adore en mode comme Naruto, tu vois, mais j'adore sa construction et en même temps, je suis passée à une certaine maturité entre guillemets de me dire j'arrive à comprendre pourquoi il a fait ça, pas le viol bien évidemment, mais pourquoi il a, parce que souvent on me dit oui le viol, ok c'est femto, mais il a quand même dit je les sacrifie. Et en fait, j'arrive à me dire mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et c'est exactement ça qui fait que j'aime Berserk, c'est exactement ça qui fait que j'aime Death Note, c'est ça qui fait que j'aime SNK. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et c'est pour ça que j'aime Naruto aussi. Parce que Naruto, t'as ça dans plein de personnages. Bon, surtout Itachi. Mais ouais, c'est vrai que SNK, bah, je fais encore l'avocat du diable pour Eren. Vraiment, le terme, c'est avocat du diable. Et je dis pas que ce sont des diables, tu vois, mais juste se dire défendre l'indéfendable, c'est ça qui fait que j'aime une œuvre. C'est se dire, tu sors de ta zone de confort. Tu veux être avocate. Je peux pas. Vraiment, je me dis, par contre, j'arrive, il y a un gars, il a touché des gosses. Jamais je défends cette grosse merde, t'es malade, toi. Quand c'est des personnages en 2D, c'est juste pour défendre. Souvent, c'est des personnages qui ont fait des trucs compliqués, mais qui a une raison derrière, même si j'ai l'impression qu'aucune raison n'est valable et en même temps toutes les raisons sont valables finalement, tu vois, ça dépend d'un point de vue et toutes ces œuvres là c'est ça, tu vois, parce que à partir du moment où il faut un minimum d'empathie pour ces œuvres, et si t'en as pas, si tu survoles l'œuvre, si tu la lis en surface ou tu le regardes en surface en mode ouais moi je veux des combats, ces animés et ces mangas là ils sont pas pour toi. C'est des œuvres où tu mets ton cerveau sur on et tu lis bien, tu suis bien et ça limite demande peut-être une relecture ou un revisionnage, tu vois, pour vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants. Tu m'as envie de me relire tous les Berserk là. Je pense que je vais me refaire Death Note, moi, par contre. Bah, remate-le, parce que c'est vraiment le kiff. Non, mais là, je vais lire. Je vais lire et je vais mettre le OST en fond. Ouais, c'était incroyable de Death Note. Le thème de Light, on dirait l'exorcisme. Ouais, non, c'est le thème de Elle. C'est pas Light, ça? Non, je dis une connerie. C'est Light, hein? Ça, c'est Light. Oui. Elle, c'est Titou. Tu vois, c'est quoi? Pareil, je fais que de défendre Light. Light, c'est un gamin qui a eu trop de pouvoir. Oui, mais il était très intelligent. Ça n'empêche pas que c'est un gamin. Tu vois, on peut être amené à le détester parce qu'il tue des gens, t'es en mode, bah, ils avaient rien demandé, genre, juste pour ton but, tu fais ça. Quand même... Bah, même la meuf du FBI, là, qui est venue pour son mec. Pour Repember, la meuf qui est folle, cette scène, quand elle marche. Scène, il regarde la montre, ouais. Pourquoi tu regardes l'heure comme ça? Ah ça, parce que je suis Kira. T'as 3 pépites à nous conseiller? Oui. Je sais déjà où tu vas sur au moins un. Bien évidemment. Je vais commencer par Dan Dan Dan. Ah, surprenant. Du tout. Ce que j'aime bien, c'est que tu sais jamais où ça va. Il y a tout ce que j'aime dedans, c'est-à-dire qu'il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a du paranormal, il y a un duo homme-femme qui est autant présent l'un que l'autre, donc on a vraiment une parité et c'est ultra intéressant. C'est comme une couverture, il t'enveloppe et il te laisse te transporter dans un espèce de voyage onirique où ça part constamment en cacahuète. Jusqu'où il va nous emmener, tu vois.
C'est vraiment une épopée, entre guillemets, à travers l'écriture de cet auteur, Yukinobu Tatsu, qui est trop fort, qui était d'ailleurs l'assistant de Tatsuki Fujimoto sur Ah, Chainsaw Man. chambé. Et ceci implique cela, quand même. Fire Punch d'ailleurs. Ah, ça, pareil, faut être vissé sur sa chaise, par Ah contre. ouais, c'est. Si la souffrance devait être résumée dans une œuvre, il y a Berserk et il y a Fire Punch. Ouais. Je sais pas qui a le plus souffert entre les deux. En souffrance physique, je En pense que souffrance physique, c'est Annie, souffrance psychologique, je pense que Guts. Tu peux pas te dépasser. Après, souvent, quand elle est physique, en général, tu crèves. Mais lui, il crève pas. Ouais. C'est juste ignoble. Genre, et puis même, pareil, la vengeance. Non, Fire Punch, c'est vraiment. En fait, je vous conseille tout simplement les œuvres de Tatsuki Fujimoto. Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back, 17-21 et 22-26, je crois, c'est ça. C'est 2 recueils de one shot. C'est juste un génie. C'est un fan de cinéma, tu le ressens dans tout ce qu'il fait. Tout. Tu vois l'opening de Chainsaw Man. Même dans Fire Punch, il y a plein de rêves parce qu'il y a une meuf, elle est fan de cinéma. Ce personnage est incroyable. Oui, on dirait que c'est lui. Ouais, on dirait que c'est lui presque que et c'est il lui. justifie plein de trucs. Et dans la construction scénaristique, ce personnage, il a grave de sens. On dirait que quand il arrive, il en a pas, il est en mode what the fuck et en même Ouais. temps, c'est Et en amené même au temps, scénario. Exactement. Il t'évite tous les trucs quand tu regardes des animés ou quand tu lis des mangas, tu sais, où genre on t'explique le monde avec une voix off un peu trop. Ouais. Que t'as déjà vu 100 000 fois. À la base, c'est une ça. réalisatrice. Hein. Elle C'est ça. réalise le film de Annie, Ouais. donc elle réalise le manga, un peu genre la suite des choses, tu vois. Et je trouve ça trop stylé. Mais en tout cas, Tatsuki Fujimoto, c'est même pas une œuvre que je vous conseille en deuxième œuvre, c'est juste un auteur. C'est tout ce qu'il a Ouais. fait. Et en troisième, bon, je vais tricher, je vais en dire 2. Les 2 œuvres sont des romances. Il y en a une, elle est trash, et il y en a une, elle est. C'est ma safe place. Alors, la Ouais. safe place, c'est Ton visage au clair de lune. Bon, ça là, c'est du shoujo romance, school life. Et c'est en gros, c'est une fille qui fait un peu penser à d'ailleurs dans Nana, Ok. Nana Osaki, celle qui a les cheveux courts. Et en fait, on l'appelle le prince parce elle est très androgyne. Toutes les filles sont en mode, oh, c'est le prince. Elles sont pas forcément amoureuses d'elle, tu vois, mais elles sont en mode, elle est très grande, elle est assez élancée, elle a pas forcément beaucoup de forme et tout. Et t'as un deuxième prince, en fait, dans cette école, c'est un gars. Et en fait, ils vont se rencontrer et en fait, ils vont apprendre l'un de l'autre, tu vois. Et c'est une jolie romance, c'est beau, c'est bien. Je surkiffe. C'est ma safe place à moi. Et par contre, si vous voulez aller dans des trucs un peu plus trash et le côté yakuza, ça se pète la gueule. Ça s'appelle Criminel Fiançailles. C'est la petite fille d'un chef d'un clan yakuza à Osaka. Et il a dit, tu vas te marier avec le petit-fils du clan à Tokyo, parce que normalement, c'est au Japon, tu sais, il y a des clans qui font face et ça se passe pas bien. Et du coup, il se dit, on va marier les deux, comme ça va régler les problèmes, il y en a marre. Sauf qu'en fait, le fils à Tokyo, c'est un psychopathe. Quand elle arrive, elle est en mode, tu sais, elle est carrée, elle est droite, tranquillou. Et au début, en fait, il voit qu'elle est trop carrée, trop droite, et en fait, lui, ça le saoule. C'est un maso, lui. Lui, il veut une fille qui soit folle comme lui. Donc, du coup, vu qu'elle est pas intéressante, à un moment, il lui a dit, de toute façon, je vais pas m'occuper de toi, tu m'emmerdes, donc si tu veux, je peux te placer dans un truc pour faire la prostituée, au moins tu rapporteras de l'argent, tu vois. Il lui parle comme ça, quoi. Ah ouais. Et en fait, elle est pas du tout calme et carrée. Donc Ok. elle commençait à faire OK. Et après, ça part en cacahuète. Et c'est trop bien. Genre, t'es là en mode, mais comment ça va se terminer? En même temps, on dirait, tu sais, la phase dans Mr. and Mrs. Smith quand ils essayent de se buter Ouais. constamment, tu vois. Ouais, très bien. Et c'est un peu ça, tu vois. Voilà, vous pouvez vous faire un petit kiff. Moi aussi, je vais te donner. Moi, je vais en donner 2. Tu me parles de Yakuza, ça me fait penser à 2 trucs. Il y en a un, je pense que le monde n'est absolument pas prêt pour ça. Ça s'appelle Ladyboy versus Yakuza. C'est un Yakuza qui est malin, qui est un peu trop slarvé et qui décide de coucher avec la femme du boss des Yakuza. Et en fait, après, on se rend compte qu'il a aussi couché avec la fille du boss des Yakuza. Le boss des Yakuza lui dit, viens, faut que je te parle. Il pense qu'il va avoir une augmentation, un truc, tu vois. Et en fait, il lui montre les vidéos de surveillance où il voit qu'il a... Il a détruit la famille. Il a quoi. détruit clairement. Et Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le boss des Yakuza, il l'endort contre son gré. Il lui fait une chirurgie, il le transforme en Ladyboy. Il l'envoie sur une île où il prend tous les prisonniers pédocriminels, tu vois, criminels sexuels possibles et imaginables. Et il est fou sur l'île avec la meuf. Tu sais que c'est Sanji sur l'île des Okama, là. Franchement, c'est incroyable. Après, un autre truc que je lis en ce moment s'appelle Fable, c'est pas mal. Je Les suis dessins bien dans sont très beaux, hein. Ouais, franchement, exactement. Les dessins, ils te mettent dans le mood direct et tout. Franchement, ça tue sa mère. Mais tu sais que quand tu m'as dit, ouais, j'ai un truc de Yakuza ou truc un peu criminel, je croyais que t'allais me dire Ushijima. Alors ça, c'est y a qu'un manga et je pense que c'est vraiment pas fait pour les âmes sensibles. Ah, j'aime bien. C'est tous les tréfonds du Japon, Tokyo, des gens qui demandent de l'argent. Quand il n'y a plus de prêts à la banque, ils vont voir des gens qui te font des taux Ah ouais, après à ok. 8000% là. Et c'est apparemment quasiment que des histoires vraies. Parce qu'en gros, l'auteur, il connaissait ce monde-là, il connaissait Yakuza. Et Waouh. tout. Et du coup, c'est très très effrayant. C'était la dernière reco. j'ai triché. On va te remettre le petit cadeau. Oh, trop bien! C'est que j'ai failli la prendre, je l'ai pas prise la dernière fois. Je sais. Ouais, je parle avec C'est- Fred. Mais Ouais. non, bien joué! Non, c'est trop bien, merci beaucoup! Et Oh, je suis trop contente, merci! Bah, de toute façon, Et quand c'est Naruto, c'est- c'est ouais. gagné. Hein, Ouais. trop Et bien! puis il a dit, j'ai dit qu'est-ce que je lui prends et tout machin et tout à Fred qui sponsor l'émission d'ailleurs avec All Geeks et je lui dis qu'est-ce que je lui prends et tout machin à Soso. Il me dit bah elle a dévalisé le magasin donc ça va être compliqué. Ah, il abuse! J'ai- Non, c'est Bon. pas vrai. on a quand même réussi à trouver ça, je suis content, c'était contente. Elle est trop belle.
Trop bien. En tout cas, ça tue sa mère. Merci pour la Sephora, merci d'être venu. Avec plaisir. Ça me fait grave Merci à plaisir. toi. Franchement, c'était chiant, mais je pense que les gens qui vont regarder ça, s'ils n'ont pas lu, ça va leur donner envie de mater Berserk. Oui. Et je pense qu'on a accompli un petit peu de notre rôle dans ce monde en faisant cette émission. Oui, c'est important. Ouais, Et c'est rest in important. peace, Miola. Ouais, on Merci dédicace cette émission à Miola.